Puisque les produits d'une marque sont vendus plus cher que des produits sans marque, cela signifie qu'en effet la marque elle-même produit de la valeur et qu'elle a elle-même une certaine valeur. La méthode de valorisation que je propose est celle d'une méthode dite sécable. Autrement dit, que l'on peut séparer la marque du reste de l'entreprise. Et certains groupes ne se privent pas de vendre des marques ou d'acheter des marques sans vendre nécessairement l'entreprise. Lorsque Nestlé vend Banania, ce n'est pas tout Nestlé qui est vendu, c'est simplement Banania qui est vendu à une entreprise différente et à ses cadres. Et donc c'est cette logique de marque sécable qui peut être séparée du reste que l'on va essayer d'évaluer au travers de 3 critères dont on va s'apercevoir que ces critères finalement se rejoignent et sont finalement tout à fait complémentaires. Le premier critère à prendre en compte naturellement quand on valorise une marque, c'est les investissements qui ont été faits pour cette marque pour qu'elle ait une certaine valeur. Autrement dit, depuis que cette marque a été créée, combien d'argent a été investi ou dépensé pour arriver à la valeur que l'on va trouver. C'est globalement, on empile les factures. Ce qui ne veut pas dire, s'il y a beaucoup de factures, que la marque vaille très cher, et s'il y a peu de factures, qu'elle ne vaille pas grand-chose, mais en tout cas, c'est la première méthode à utiliser, qui est celle des comptables et des commissaires aux comptes, et on ne peut pas en tout cas en faire l'impasse. Mais j'ai connu une marque, la marque Biafine, pour lesquelles la valeur en 30 ans, la valeur d'investissement et de frais réalisés pour la marque s'élevait à 40 000 €, alors que la marque a été valorisée quand elle a été cédée plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et pourquoi simplement 40 000 €? Parce que la marque avait été créée par sa créatrice, c'est elle-même qui en avait fait le design, et il y avait eu simplement 40 000 € de dépenses juridiques qui avaient été faites. Or, comme c'était une marque de médicaments, elle n'avait pas le droit de faire de publicité, donc il n'y avait aucun engagement publicitaire. 40 000 € d'un côté et plusieurs dizaines de millions d'euros de l'autre côté. Le deuxième critère à prendre en compte, puisqu'on sait qu'une marque, c'est d'abord de la notoriété, c'est d'évaluer quelle est la notoriété de la marque. Notoriété assistée et notoriété spontanée. Et la question à se poser, si je devais créer une marque ex nihilo, combien cela me coûterait pour obtenir très vite, en 1 an, 2 ans, 3 ans, le même niveau de notoriété. Et donc ce deuxième critère est un critère essentiel et on va se dire que telle marque de vêtements a 20% de notoriété spontanée et 40% de notoriété assistée sur un public de femmes âgées de 20 ans à 50 ans. Eh bien, pour obtenir la même notoriété, combien d'argent il me faudrait? Ça, on sait très bien le faire, puisque globalement, la notoriété, ça n'est qu'une question d'argent. Et on peut se dire en 3 ans combien il faudrait investir pour gagner le même niveau de notoriété. Donc c'est le deuxième critère qu'on va utiliser. Le troisième critère, qui est naturellement le plus stratégique, c'est ce qu'on appelle la prime de marque. Le consommateur achète des produits de cette marque et va payer par exemple 10% plus cher que le prix moyen ou que le prix médian des autres produits du marché dont il aurait le même usage. Donc il accepte de payer 10% plus cher pour les produits de cette marque que s'il achetait des produits d'une autre marque moins notoire et moins importante. Et en fait, on va rapprocher
c'est 10% de prime de marque au chiffre d'affaires réalisé par la marque. Si la marque réalise 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, on peut considérer que 10 millions sur ces 100 millions sont dus au fait que cette marque est notoire, qu'elle a une bonne image et qu'elle est forte. Et donc, on peut considérer que sur une année, eh bien, ce sera 10 millions sur ces 100 millions que vaut cette marque. La vraie question que l'on va se poser, c'est combien de temps cet effet d'aubaine, ces 10%, pourront durer. Alors, si le marché est très concurrentiel, le temps sera réduit à 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Si c'est une marque qui a une position de leader avec ce qu'on appelle des barrières à l'entrée importantes, eh bien nécessairement, on va pouvoir prolonger à 7 ans, 8 ans ou 9 ans. Que fait-on de ces 3 critères? D'abord, on les rapproche. Alors, quelquefois, comme on l'a vu précédemment, les factures, les investissements faits pour la marque ne sont pas en relation avec la notoriété et avec la prime de marque, mais quelquefois ils le sont. Mais surtout, ce qui est intéressant, quand on analyse pour l'ensemble des marques, et je l'ai fait sur à peu près 300 cas, la prime de marque et la reconstitution de notoriété, cela conduit à des chiffres assez proches, en tout cas à une proximité d'environ 20%. Ça signifie que finalement, quand une marque est notoire, le public accepte de payer plus cher. Et quand le public accepte de payer plus cher, c'est que cette marque est quelque part notoire. Et alors, il y a simplement 2 exceptions à cette règle. Les marques très jeunes, qui s'adressent à un public de niche, et les marques très anciennes, qui sont connues de tout le monde, mais qui vendent très peu de produits aujourd'hui et qui sont généralement à céder, non pas tout à fait pour l'euro symbolique, mais pour pas très cher, ce qui est une aubaine pour les gens qui savent gérer des marques et surtout relancer des marques anciennes.